Salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons traiter de la question des talibans, de leur arrivée au pouvoir soudain, de leur progression, de leurs origines également, et puis parler un peu de l'avenir de l'Afghanistan. Donc, tout d'abord, les talibans, c'est quoi? C'est qui? Donc, ce groupe qui est afghan, incontestablement, est effectivement un groupe qui va émerger petit à petit à la fin des années 80 et début des années 90, après la guerre contre l'URSS. Donc ce n'est pas un mouvement qui a combattu l'URSS en tant que tel, mais il va petit à petit émerger, se constituer en milice armée, alors qu'à la base il s'agit uniquement d'un groupe d'étudiants. C'est la raison pour laquelle on les appelle les talibans, les étudiants, qui sont des étudiants musulmans, des religieux, qui viennent des madrasas, de ces fameuses écoles coraniques, religieuses, où on y apprend les sciences islamiques selon un islam ultra-orthodoxe et ultra-conservateur de tendance plutôt hanafite, maturidite, etc. Et puis, suite à un certain nombre d'actes délictueux, d'actes criminels, on va dire, qui ont été ou qui auraient été, parce qu'on ne sait même pas si c'est vrai en fin de compte, commis par des combattants de l'Alliance du Nord d'un côté de Massoud, par des combattants proches de Hekmatyar et de tous les seigneurs de guerre à l'époque. Ces jeunes vont se constituer en milice et vont se défendre contre effectivement des pillages qui en fin de compte, oui, sont bien réels puisqu'on va les découvrir par la suite. Donc au départ, ils ne sont pas là pour lutter contre le communisme, ils ont été plutôt en retrait durant toute la guerre contre l'URSS et contre le soviétisme de façon générale, mais les Américains vont s'intéresser à eux très rapidement puisqu'ils sont tout à fait malléables dans la mesure où ils n'ont absolument aucune connaissance ni politique ni économique du pays, ni même aucune connaissance du monde extérieur. Ce sont des religieux, ils sont assez bornés, sans manque de respect, et donc les Américains misent toujours, du moins à cette époque, sur des ultra-religieux conservateurs et ainsi de suite, pour mener à bien leur projet, et là en l'occurrence leur projet d'avenir pour l'Afghanistan, puisqu'il faut bien comprendre que quand les Américains aident les fameux Moudjahidines à l'époque contre l'URSS, il y a une finalité derrière. La finalité, c'est effectivement dégager l'URSS pour que les Américains prennent la place. Alors pas en termes d'occupation militaire, mais à l'époque c'était en termes d'occupation économique et culturelle. La finalité des Américains, c'était de construire un certain nombre, enfin d'implanter un certain nombre de multinationales sur place et d'y implanter surtout gazoducs, pipelines, etc. Et les talibans représentaient en quelque sorte le meilleur des mouvements sur place parmi tous les mouvements islamiques opposés à l'URSS, dans la mesure où ils étaient totalement à l'opposé de ce que proposait Massoud aux Afghans, Massoud qui était en fin de compte le candidat nationaliste, souverainiste, qui était proche, mine de rien, de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Les Américains, eux, leur objectif, c'est de marginaliser ces trois grandes puissances, même si effectivement l'URSS est en train de chuter à ce moment-là, ça reste une puissance quand même, la Chine qui montait et aujourd'hui qui a atteint des degrés tout à fait respectables, et l'Iran également. Donc isoler ces pays-là, renforcer leur présence, et ça voulait dire écarter Massoud du pouvoir de Kaboul et de l'Afghanistan tout court. Donc ils nous ont formé, financé les talibans, ils les ont mis au pouvoir en 1996 contre Massoud et contre toutes les forces progressistes en Afghanistan. Ils les ont soutenus, ils les ont ramenés vers eux. Et puis, comme le Pakistan à l'époque et aujourd'hui encore était relativement pro-américain, eh bien c'est précisément l'ASI, les services secrets pakistanais, qui ont aidé les talibans à combattre Massoud, Hekmatyar et les autres. Bon. Hekmatyar, je rappelle au départ, qui était lui-même un agent de la CIA en fin de compte, puisque c'est lui qui, selon un ancien agent de la CIA de l'époque, tuait le plus de soviétiques. Donc il a été très vite aussi récupéré, lui, par les services américains dans la lutte contre les soviétiques, puis abandonné par la suite, puisqu'il était un peu trop proche de Massoud avant de s'en écarter. Enfin bref. Donc les talibans sont mis au pouvoir par les Américains, ils se fichent éperdument de ce que peut advenir de l'Afghanistan d'un point de vue des droits de l'homme et ainsi de suite. Les Américains n'ont qu'un seul objectif, à travers notamment leur fameux projet de gazoducs, etc., à travers la corporation Unocal, dont par ailleurs est ou a été proche le fameux Hamid Karzai, qui deviendra président de l'Afghanistan des années après que les Américains sont intervenus
là-bas. Mais ceci n'est pas contradictoire, puisque les Américains jouent toujours plus ou moins sur le long terme. Et en 1996, les talibans, c'est tout à fait suffisant pour les Américains. Ils ont isolé Massoud, ils ont isolé donc tous ceux qui de près ou de loin sont proches de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des républiques d'Asie centrale. Et donc c'est parfait. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps sur l'origine et les aides, on va dire, accordées aux talibans. Alors après, la grande question qu'on va nous poser, c'est pourquoi les Américains finissent par débarquer en 2001. Le terrorisme et Ben Laden, désormais, vous le savez très bien, ne fut qu'un prétexte, en fin de compte, pour les Américains, pour leur intervention en Afghanistan, mais aussi en Irak. Le mouvement des néoconservateurs qui se forme dès le milieu des années 80, puis qui va se développer par la suite encore et encore, est très majoritaire à ce moment de l'époque, fin 90, début 2000, et il est, je dirais, très important à Washington. Il entoure le président américain Bush, et même avant Bush. C'est un mouvement composé principalement d'anciens trotskistes de confession juive, qui sont des sionistes très radicalisés, et leur objectif à ces gens, c'est, le terme de conservateur d'ailleurs est tout à fait comment dirais-je, excessif. Ce ne sont pas des conservateurs dans le sens chrétien du terme, américain ou protestant. Il s'agit, disons, d'un leurre en quelque sorte, dans la mesure où ces gens se présentent comme de véritables conservateurs des valeurs américaines, mais la finalité de ce mouvement, c'est Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est Bush père à qui on avait demandé à l'époque, lorsqu'il était président, comment définir les néoconservateurs, et lui avait dit Israël. Voilà, donc en gros, derrière les néoconservateurs, il y a Israël, c'est-à-dire l'entité sioniste, et la finalité de ce mouvement, c'est la sécurité d'Israël et la création du fameux Grand Israël dont rêvent les sionistes depuis des décennies. Donc ça voulait dire désigner un axe du mal, attaquer l'Irak de Saddam Hussein, attaquer l'Iran, la Syrie, puis aussi l'Afghanistan. Ben Laden n'était qu'un prétexte, qu'il soit ou non en Afghanistan, l'Afghanistan aurait été attaqué quand même. Que Ben Laden soit jugé à travers un tribunal extérieur comme le proposaient les talibans n'intéressait en rien les Américains, ils voulaient absolument intervenir dans cette optique de nouvel ordre mondial et comment dirais-je, d'optique qui consiste à protéger, à sécuriser et à mettre en place petit à petit ce projet du fameux Grand Israël dont rêvent les néoconservateurs qui sont tout autour de Bush. Bush n'est qu'un imbécile dans l'affaire, il est totalement manipulé par ces réseaux de manipulation. Donc on y trouve les Wolfowitz, les Dick Cheney, les Donald Rumsfeld qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelque temps, des personnes qui ont toujours échappé à la justice aux États-Unis, qui n'ont jamais eu de procès alors que ce sont des criminels mondialistes, sionistes et bien évidemment très proches de ce qu'on appelle le judaïsme politique. Donc ce sont ces gens-là qui sont les véritables artisans de l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, ce sont ces criminels qui vont pousser effectivement Bush et son armée à envahir l'Afghanistan, terrorisme ou pas, Ben Laden ou pas. Aujourd'hui, les Américains plus que jamais en paient les frais, mais avant eux, ce sont les populations locales, afghanes, irakiennes et ainsi de suite. Donc ce débarquement est aussi un moyen d'isoler plus que jamais l'Iran, la Chine et la Russie, qui étaient des puissances montantes à ce moment-là dans les années 2000. Donc les Américains viennent s'établir par la force, toujours quand ils considèrent que les gouvernements sur place ne leur sont plus tout à fait inféodés. Donc voilà ce qui se passe concrètement dans les années 2000, d'où l'invasion américaine. Alors les talibans, un mouvement à la base qui ne connaît que la guerre, qui ne connaît que les armes, puisqu'il a été financé mis sur place pour ça, précisément, on le rappelle, pour isoler Massoud, l'Alliance du Nord et les autres factions qui n'étaient pas spécialement pro-américaines. Rappelons quand même que dans les années 70-80, surtout 80, quand les Américains financent les fameux Moudjahidines en Afghanistan contre les Russes, ils ne le font pas par amour de l'islam ou des Moudjahidines, ils ne le font que par volonté d'écraser l'URSS, de l'affaiblir et de la balayer d'Afghanistan. Donc, en fin de compte, dans cette affaire, il ne sert à rien d'être ni pro-Taliban, pro-Massoud, pro-Hekmatyar ou que sais-je encore, car tous ces groupes, d'une façon ou d'une autre, étaient intégralement, peu ou prou, directement ou indirectement, manipulés par les États-Unis. Ils étaient les pions. Je rappelle quand même que
les 3/4, enfin la quasi-totalité des combattants du monde arabe qu'on a envoyés, que ce soit des Égyptiens, des Algériens, etc., en Afghanistan à l'époque, ça n'a pu être possible que parce que les chefs d'État du monde arabe ont ouvert en grand leurs frontières et ont laissé tous ces jeunes partir en Afghanistan. Les frontières étaient toujours et encore fermées du côté de la Palestine pour aller soutenir les Palestiniens. Par contre, c'était open bar pour aller en Afghanistan faire le djihad. Donc là aussi, il y a quelque chose qui aurait dû, bien évidemment, alerter les esprits des savants, des théologiens et des musulmans du monde entier, mais comme d'habitude, ils se sont fait manipuler, n'ont pas compris qu'il y avait un djihad qui était défendu par les chefs d'État du monde arabe, par les hukkam comme on dit, et qui était interdit en Palestine. Donc en fait, c'était une pure manipulation. Au final, qu'est devenu l'Afghanistan avec la prise de pouvoir des talibans, les guerres entre les anciens seigneurs de guerre, puis aujourd'hui, et ainsi de suite? Absolument rien. C'est un pays qui est en guerre depuis 40 ans. C'est malheureux à dire, mais en fin de compte, les socialistes révolutionnaires et les communistes qui avaient pris le pouvoir en Afghanistan, malgré leur athéisme et malgré leur haine de l'islam revendiqué ou à demi-mot revendiqué, représentent la meilleure époque de l'Afghanistan, l'époque où on construisait des routes, des hôpitaux, des universités, etc. Tout ceci a totalement disparu de l'Afghanistan. C'est malheureux à dire, mais les seules universités qui tiennent la route aujourd'hui en Afghanistan, ce sont celles qui ont été construites par les Américains. Les talibans n'ont absolument rien fait, ce sont des fanatiques, d'ailleurs qui n'ont absolument aucun projet, ni religieux, ni politique, ni économique, social, dans le passé et aujourd'hui encore. Donc pendant toute la période des 20 années qui viennent de s'écouler, les talibans, contrairement à ce que certains pensent, vont s'autofinancer par le trafic de drogue. Il y a énormément d'études qui ont été mises en place, qui ont été rédigées à ce sujet. On se rappelle du documentaire d'Olivier Weber, L'opium des talibans, qui est sorti en 2004, qui relate et qui filme très bien comment les chefs de guerre talibans se sont enrichis sur le dos de l'opium, contrairement à toute la propagande faussement islamiste qui prétend que le Mullah Omar aurait interdit. C'est faux, bien évidemment. Des actes de terrorisme à ne plus en finir, des attentats suicides qui tuent des femmes et des enfants tous les jours afghans, qui ne touchent presque jamais aucun Américain, ni aucun soi-disant colon. Voilà, c'est la réalité, c'est que ce sont les Afghans qui meurent principalement du terrorisme des talibans. Qu'il n'est pas étonnant de voir que les populations les acclament, les imbéciles de la communauté musulmane, qui sont toujours dans un littéralisme aveugle et dans une bêtise où ils regardent les caméras sans jamais se demander qui est-ce qui filme et d'où viennent les caméras, présentent une population qui a l'air heureuse d'accueillir les talibans, mais ont-ils le choix d'accueillir de toute façon qui que ce soit? Les talibans, les Américains, les Russes ou même les Martiens, ça ne changerait rien. Ils sont au bout, comment dirais-je, au bord du gouffre. Ils sont totalement dans une situation catastrophique, donc ils peuvent bien accueillir qui ils veulent, ça ne changerait rien pour eux, de toute façon. Et vaut mieux, comme disent certains, avoir un sourire devant ses futurs bourreaux que de jouer les faux courageux et de payer un prix extrêmement cher. En gros, c'est un peu cette logique aussi chez les foules qui ont peur et qui sont terrorisées par ces gens qui les terrorisent quand même depuis des décennies à travers des attentats et ainsi de suite. Enfin, la grande question de qui est les talibans, aujourd'hui on me l'a beaucoup posée. Moi je pense que, bon, ce ne sont plus les Américains, vous l'avez bien compris, même si on pourrait se poser la question, ce sera un peu satanique, mais on va y venir à la fin de cette vidéo. Eh bien, principalement, toujours pareil, les Pakistanais, l'ASI, les services secrets pakistanais les aident, comme ils aident des organisations terroristes comme Lashkar-e-Taiba, comme ils en ont aidé d'autres. On a, j'en suis sûr et certain, la Russie, la Chine, l'Iran et aujourd'hui le Qatar, qui les aident pour isoler les États-Unis de cette partie du monde. Dans les années 90, c'était pas possible, puisque la Chine et l'URSS étaient en train de chuter. Économiquement, ils n'étaient pas aussi puissants. Désormais, ce sont des pays qui ont énormément progresser et ils peuvent se permettre, d'une façon ou d'une autre, d'aider une pseudo-guérilla, une pseudo-junte militaire à se débarrasser des États-Unis, ici ou là. On l'a vu pendant la guerre du Vietnam, il y avait la Corée du Nord, la Chine et même la Russie derrière, le Viet Cong. Donc il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on puisse trouver indirectement ou indirectement des Russes, des Chinois, des Pakistanais, des Iraniens chiites, mais c'est pas grave, et aussi des Qataris derrière les talibans. Enfin, il y a beaucoup d'analyses et beaucoup de textes qui vont dans ce sens. Je vous invite à aller lire.
Vous cherchez un petit peu hein, sur internet, c'est facile à trouver. Alors enfin, l'une des dernières questions qu'on pourrait se poser, puisque non, ah oui, alors certains me disent aussi, les Iraniens ont pendant longtemps bombardé les talibans avec l'aide des Américains. Oui, c'est vrai, mais ça c'était avant que, comment dirais-je, ne dure le conflit en Irak. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre permanente entre les Américains et les milices chiites en Irak, puisque les Iraniens sont en train de devenir les patrons de l'ancien fief de Saddam Hussein. Quant à l'Afghanistan, je rappelle que le missile tiré par les talibans qui a touché le fameux Ayatollah Mike, le fameux Michael Andrelas, ce fameux agent de la CIA, soi-disant converti à l'islam, qui était en charge de tout le Moyen-Orient, qui survolait avec un avion a priori indétectable l'Afghanistan, a été abattu par un missile iranien. Donc qui a désigné aux talibans qui ne connaissent pas grand-chose de ce genre de technologie l'avion d'Andreas, eh bien c'est assurément les services iraniens. Donc il y a une collaboration de toute façon. Les Iraniens comme les Russes, les Chinois et puis les Qataris, d'une certaine façon un peu perverse, se servent en gros désormais des talibans, parce qu'ils ne servent qu'à ça, les talibans depuis le départ, ce sont des mercenaires qui marchent au contrat, ce sont des voyous, des bandits, donc ils s'en servent un peu comme une sorte de pitbull, c'est-à-dire en gros, les Américains nous gênent, on vous lâche ici les talibans en pleine poire en Afghanistan, et vous dégagerez, et puis c'est ce qui se passe. Bon. Donc, échec américain ou retrait concerté, en fin de compte, des Américains d'Afghanistan, c'est à voir, en fin de compte, l'économie afghane, est-ce qu'elle sera afghane et libre, ou est-ce que les talibans vont encore passer des accords discrets avec les Américains? Est-ce que tout cela va finir en valise bourrée de dollars pour des constructions? Parce que bon, le Qatar qui joue un rôle là-dedans, le Qatar n'est pas spécialement pro-russe, il est plutôt pro-américain à la base. Je rappelle qu'au Qatar, il y a l'une des plus grandes bases militaires du Moyen-Orient, et bien évidemment que les États-Unis sont chez eux au Qatar, et vice-versa. Donc, on peut imaginer que l'avenir de l'Afghanistan avec les talibans sera temporaire, et qu'on aura autre chose par la suite, sûrement coopté par les Qataris, les Chinois et les Russes, mais on peut aussi imaginer un avenir afghan avec encore quelques années les talibans, et puis les Américains qui jouent un rôle à distance. Je ne pense pas une minute que les Américains se retirent intégralement de l'Afghanistan sans y laisser des services de renseignement et sans y laisser un certain nombre de leurs professionnels, même si là on voit des images qui font ressembler effectivement à Saigon en 1975, mais on ne reproduit pas deux fois la même chose dans l'histoire. Et puis enfin, ce qui va beaucoup intéresser nos camarades nationalistes qui nous écoutent, c'est le tsunami migratoire. Il a déjà commencé, 41 Afghans viennent de débarquer en France. On aura, on peut rajouter 3 zéros derrière, hein, à mon avis, pour les prochains mois. Donc, dans une analyse un peu satanico-mondialiste et un peu complotiste, puisqu'on me le reproche souvent, on pourrait dire en fin de compte que tout ceci est un grand plan concerté pour faire fuir les Afghans d'Afghanistan et pour repeupler l'Europe blanche chrétienne, toujours dans ce processus de grand remplacement des populations occidentales. Et puis, in fine, on aura enfin notre Europe, comment dirais-je, et notre Occident débarrassé, comme nous le disent nos camarades entre parenthèses, rabbins messianistes, des Édomites. Et nous aurons à la place des Ishmaël par millions, et le grand remplacement sera acté. Ça, c'est une analyse pas très sérieuse que je propose ici, mais il faut quand même se la poser, puisque vous savez très bien comment finissent les guerres, et notamment les guerres récentes. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, là on le voit en Afghanistan, ça va être un tsunami migratoire pour tout le monde. Alors le président de la République semblait hier soir dire l'inverse. On se rappelle qu'il avait dit à un ancien combattant la même chose par rapport aux Syriens, aux Afghans, etc., et aux Africains qui venaient déjà en France. Et puis on a vu exactement tout l'inverse de ce qu'il avait dit à cet ancien combattant sur les 5-6 dernières années. Voilà. Donc, nous verrons bien. Et une fois de plus, pour ceux qui m'envoient des messages un peu étonnants par rapport au commandant Massoud, je rappelle que le commandant Massoud, contrairement à ce que certains disaient, ce n'est pas pour le défendre, je ne suis pas massoudiste, mais il a rencontré BHL 3 secondes dans sa vie, il ne comprenait pas sa langue, et BHL en a fait tout un mythe par la suite qui a été démonté de A à Z par je ne sais combien de personnes dans leurs ouvrages.
Bien évidemment que BHL ne connaissait pas Massoud et vice-versa, mais ce qu'on peut dire du commandant Massoud, c'est qu'il était lui-même un islamiste. Je rappelle que quand il est arrivé à Kaboul en 1994, il a immédiatement appliqué la charia. Voilà, ce qui devrait faire plaisir à tous les crétins littéralistes. Donc Massoud n'était pas un démocrate ni un laïc. Massoud n'était pas un agent américain, c'était plutôt un proche, comme je l'ai dit, de l'Iran, des Russes ou des Chinois. Je rappelle que Massoud ne parlait pas l'anglais, qu'il n'a jamais rencontré un seul agent de la CIA de sa vie, contrairement à Hekmatyar ou aux talibans qui ont voyagé aux États-Unis, qui ont rencontré les Dick Cheney, les Wolfowitz, etc. pendant des années à répétition. Massoud a bien surgi de la matrice de l'équivalent des frères musulmans afghans, qui est le fameux Jama'a-e-Islami, qui a été fondé par le fameux Burhanuddin Rabbani, qui est le tout premier traducteur par ailleurs des œuvres des frères musulmans en perse, notamment les ouvrages de Sayyid Qutb. Donc non, Massoud n'est pas un laïc, ni un démocrate, ni un féministe, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là. Je rappelle aussi qu'il est régulièrement défendu par le fameux gendre de Abdullah Azzam qui s'appelle Abdullah Anas, qui vit en Angleterre. Il participe à toutes les commémorations en l'honneur de sa personne. Le fameux Abdullah Azzam, tant vanté par tous les tekfiriyin de la planète, qui d'ailleurs était un frère musulman, et qui de surcroît a toujours défendu Massoud. Il a même écrit un livre sur lui, le Titan du Nord, qui a jamais pu sortir, puisque les services pakistanais empêchaient la publication du livre à Peshawar, et ainsi de suite. Et Azzam avait quand même déclaré à Sheikh Moussa al-Qarni, qui est un wahhabite saoudien qui faisait une jihad en Afghanistan à l'époque, que Massoud était un héros et qu'il était l'avenir de l'Afghanistan. Il a notamment déclaré cela 3 jours avant sa mort dans une mosquée. Je rappelle aussi que Azzam a été assassiné par des membres et à la fois d'Al-Qaïda et des talibans. Donc tout ceci est beaucoup plus compliqué que minhaj ou pas minhaj, il applique la charia, ou voilà, on voit le littéralisme débile des masses musulmanes encore aujourd'hui, qui comprennent les sujets à travers est-ce qu'ils ont une barbe assez longue, est-ce que le turban est bien, enfin voilà, la crétinerie dans l'absolu. Voilà. Sur ce, barakallahu fikum, que Dieu vous bénisse et bonne fin de crise sanitaire à vous tous.